l'arrêt épidémiologique, avec une situation qui reste préoccupante, mais vous le verrez, des chiffres qui montrent une dynamique plutôt favorable. Tout ceci est à pondérer avec, malheureusement, comme vous le voyez sur le schéma, la barre des 500 décès qui a été franchie et nous notons désormais 535 décès. Il reste donc 257 hospitalisations en cours, hors réanimation, 164 au CHPF et 93 hors CHPF, et 54 hospitalisations en cours en réanimation, dont 41 au CHPF. Concernant la vaccination, désormais 145 473 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et 121 351 sont complètement vaccinés. Donc vous avez donc les indicateurs clés de la semaine et vous voyez que la plupart des indicateurs donc, sont à la baisse. Les nouvelles hospitalisations, le nombre de nouvelles hospitalisations en réanimation, mais également le nombre de décès en établissement hospitalier. Également le taux de positivité de la filière Covid aux urgences du CHPF. Nous ne sommes pas capables d'estimer par rapport aux indicateurs antérieurs le nombre de nouveaux cas confirmés dans la semaine pour les raisons qu'on a évoquées la semaine dernière, c'est-à-dire une modification des indicateurs qui sont les indicateurs de référence. Ce qui fait que de la même manière, le taux d'incidence totale en Polynésie française est difficile à estimer. En ce qui concerne le taux de dépistage, il est également à la baisse pour les mêmes motifs, ainsi que le nombre de personnes testées, puisque, on le rappelle, on avait décidé de consacrer la plupart de nos ressources humaines à la vaccination, et qu'au pic de l'épidémie, il n'est pas intéressant de tester systématiquement toutes les personnes. Enfin, la part de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin est donc désormais de 52,2%. Vous avez sur ce graphe, qui est très significatif, le nombre de passages en filière Covid et le nombre de prélèvements par semaine au CHPF. Donc vous voyez que la courbe s'est inversée. On peut dire qu'on a franchi le pic. En ce qui concerne l'activité des VASAN aériennes et des SMUR terrestres, on assiste aussi à un début de décroissance. Tout ceci, bien sûr, sera à confirmer avec l'évolution dans les prochaines semaines. Il en est de même pour le nombre de lits Covid qui sont occupés par jour en secteur conventionnel et en réanimation. Mais là, forcément, la courbe a un aspect moins significatif puisqu'il y a forcément une inertie. Les gens restant hospitalisés plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et enfin, sur ce graphe, vous voyez aussi une amorce donc, de décroissance en ce qui concerne les hospitalisations, les admissions en réanimation et même les décès. Alors bien sûr, le nombre cumulé de décès continue à augmenter, mais il y a un nombre de décès quotidiens qui semble s'amender, toujours sous réserve de l'évolution ultérieure. Ce graphe vous montre, on ne l'a pas montré encore je crois, le nombre de nouvelles installations d'oxygénothérapie court terme, désolé pour le bafouillage, donc dit OCT. C'est l'occasion de souligner l'énorme effort et l'organisation extraordinaire qui a été mise en place, à la fois par les capacités de production du CHPF, mais aussi par les opérateurs privés, ceux qui fournissent le matériel, donc Aperapura d'Isis, et également le prestataire pour l'oxygène, Gaspac. Donc vous voyez qu'il y a là encore un effet d'inertie. Il y a donc un nombre d'OCT en cours qui est pas encore à la baisse, mais par contre le nombre de nouvelles installations a chuté depuis une semaine. Et là, c'est la représentation de l'évolution sur d'autres indicateurs, le nombre de tests systématiques et le nombre de tests symptomatiques, mais qui a chuté, on l'a redit la semaine dernière pour des raisons artificielles, puisqu'on change un peu la règle. Ce qui est intéressant de souligner, c'est la diminution, une fois encore, globalement, du taux de positivité des tests. On a, comme vous le savez, un très grand nombre d'autotests qui ont été vendus en pharmacie, plus de 40 000,
Et ce sont des données pour lesquelles on n'a pas en fait les résultats, vous le comprendrez bien. Sur ce graphe, on voit l'évolution en fait du nombre de décès mensuels qui a été surveillé en fait au cours des dernières années. Et il y a de façon très significative donc un pic au mois d'août 2021, alors qu'il y avait, on va dire, une ligne de base qui se situe au sommet de ces histogrammes que vous voyez là sur ce schéma. Pour répondre ou peut-être anticiper les questions, on n'est pas encore capable de donner de façon définitive le nombre de décès et les causes, puisqu'en fait, vous savez qu'à chaque décès, il y a un certificat qui est rédigé par le médecin qui constate le décès, et que le temps de récupérer ces certificats et de les analyser, ça prend quelques semaines. Et enfin, ce schéma, désormais classique, pour redire que l'épidémie est une épidémie en grande partie des personnes qui sont non ou mal vaccinées. Et vous avez le chiffre donc actualisé du statut vaccinal des personnes hospitalisées en réanimation et dans les secteurs conventionnels. Donc on est autour de 90% de personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Donc en synthèse, les points forts donc, de cette mise à jour hebdomadaire. Donc l'épidémie est toujours en cours, avec des indicateurs qui restent largement supérieurs au seuil d'alerte et donc des capacités hospitalières qui sont toujours dépassées. Une tension qui reste très forte sur l'ensemble des acteurs. Je voudrais un peu pondérer mes propos au vu des courbes, mais on est de toute façon encore très au-dessus de la normale, ce qui fait que les gens encore sont très tendus sur le plan de l'activité de soins. Par contre, effectivement, on peut dire qu'il y a un début de décroissance de la grande majorité des indicateurs. Et tout ça va, on l'espère, s'améliorer dans les prochaines semaines. Je laisse la parole à Daniel Pogna. Il y a une semaine, je vous disais qu'il y avait 50% de personnes qui ont reçu une première dose et 41% qui avaient un schéma complet. Vous voyez, en une semaine, nous constatons que 52% ont reçu une première dose et 43% ont un schéma vaccinal complet. Donc, il y a une progression importante et nous continuons effectivement sur cette lancée-là. Tout à l'heure, je vous montrerai un autre diapo et je vous expliquerai. Donc, là, on se rend bien compte que ça progresse. Les personnes, diapositives suivantes, le taux de vaccination chez les personnes âgées, sur ce diapo-là, vous voyez bien, 75 ans, il y a également une augmentation, puisqu'on est à 85% de personnes âgées de 75 ans vaccinées, 80% pour la tranche d'âge 60 à 74 ans. Au niveau, en ce qui concerne la tranche d'âge de 18 à 59 ans, nous avons également nous avons constaté une augmentation à ce niveau-là. Hein. Les graphiques le montrent bien. Donc, les personnes sont venues en nombreuses pour se faire vacciner, et notamment pendant l'explosion de cette épidémie. Vous voyez également que les chiffres concernant les mineurs ont considérablement augmenté. Les graphiques le montrent bien ici, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 28% de mineurs vaccinés. La diapositive suivante. Alors, sur cette diapositive-là, vous voyez que ce qui est en bleu, c'est le nombre concerne la vaccination, les personnes qui ont reçu au moins une dose. Vous voyez la courbe juste à côté, on va dire en gris, c'est le taux d'incidence observé pendant la même période. Et vous voyez que lorsque la maladie a explosé, le nombre de personnes cherchant la vaccination a également considérablement augmenté et les deux courbes se suivent pratiquement en parallèle. Cependant, nous avons noté une baisse de la fréquentation dans les centres de vaccination. Plusieurs raisons à cela. Des personnes qui sont venues nombreuses ont reçu la vaccination. Mais il faut également savoir que pendant l'explosion de l'épidémie, qu'on voyait sur ce diapo-là,
beaucoup de gens ont eu la Covid en même temps, puisque nous sommes en pleine épidémie. Et ce qui est tout à fait normal, l'épidémie explose, les personnes sont malades, et beaucoup de personnes sont venues demander la vaccination, mais notre protocole est très clair. Les personnes qui ont contracté la Covid ne peuvent pas recevoir immédiatement leur vaccin. Donc il y a un délai à respecter pour recevoir leur dose unique ou alors leur deuxième dose. Donc ce qui explique qu'il y a une baisse du taux de fréquentation de nos centres de vaccination. Mais nous continuons à vacciner, bien entendu, dans nos centres de vaccination. Nous continuons à vacciner dans les vaccinodromes, même si nous avons une baisse de fréquentation. Nous continuons à vacciner dans les entreprises et nous continuons également à vacciner dans les quartiers. Dans les îles, dans les archipels, la vaccination continue, se fait bien, que ce soit aux îles australes, que ce soit aux Marquises. Aux Marquises, c'est un fort taux de personnes vaccinées. Aux australes, il y a également une progression nette, notamment au niveau de Tubuai et de Roto qui progressent. Au niveau des îles de Montréal, il y a un progrès, même si ça stagne un petit peu. Parce que là, on va chercher maintenant les personnes à vacciner dans leur propre quartier. Sinon, les gens ne venaient pas à la vaccination. Donc, aux îles Sullivan, ça progresse également et nous intensifions les vaccinodromes avec, bien sûr, un soutien important de l'armée dont je vais parler maintenant. Effectivement, pour booster la vaccination pour les îles françaises, vous avez entendu, vous avez vu, nous avons eu des renforts venant de métropole. 44 sapeurs-pompiers sont arrivés lundi matin. 20 pompiers sont mis à la disposition des communes, 10 à Punavia, 5 à Tevayuta et 5 à Tayarapues pour soutenir les casernes de pompiers sur place. 24 militaires de la sécurité civile étaient également arrivés et ils avaient pour objectif de booster la vaccination, de nous apporter le soutien pour booster la vaccination pour les îles françaises. Ces militaires sont actuellement dans les archipels, à Montréal, 5 à Montréal, 3 à Raiatea, 3 à Ta'a, même Ta'a n'est pas oublié, 3 à Huahine, 5 à Borobora. Le départ à Borobora est imminent pour soutenir l'équipe médicale sur place. Bon, je vous rappelle que dimanche dernier, ils avaient effectué 400 vaccinations. Donc le médecin, le personnel commence à s'épuiser également et ce renfort va venir effectivement les soulager énormément pour qu'ils puissent s'occuper des soins des patients qu'ils voient dans ce centre médical. Nous avons également déployé 2 à Ronguiroa et on va voir, nous savons déjà que aujourd'hui, des maires des îles Sullivan ont demandé la prolongation du séjour de ces militaires sapeurs-pompiers. Donc on va dans le bon sens. Nous avons bien sûr, je vous dis tout à l'heure, des centres de vaccination qui sont restés ouverts tout le temps. Les centres de vaccination ne sont pas fermés. Rakesh Tamahire, Mahina, Mehedifa, Mehdi Punavia, à Papara, nous avons délocalisé le centre de vaccination dans la salle Victor Le Hartel, beaucoup plus spacieux, avec un grand parking. Les dispensaires de Mataya, les dispensaires de santé publique commencent à vacciner depuis 2 semaines. Tamo à Mataya, à Paea, à Papaïté et à Aroué. Vous voyez là, on continue. Nous avons un partenariat avec l'armée qui nous apporte un soutien logistique. Et c'est un partenariat tripartite, armée, commune et la santé, qui apporte effectivement un soutien, notamment en ressources humaines, en dispositif médical, en vaccin. Le vaccinodrome continue, c'est demain, notamment à Maman, 7h30 à midi, et à la mairie de Punavia, nous sommes ouverts de 8h à 16h. Donc nous progressons en vaccination. Vous avez vu, en une semaine, nous avons gagné 2% et nous allons continuer parce que notre objectif minimal est d'atteindre 70% de la population vaccinée. La loi du pays numéro 2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19
prévoit donc l'obligation vaccinale et le délai pour satisfaire à cette obligation est fixé au 23 octobre 2021. Donc, qui est concerné par l'obligation vaccinale? Les détails sont bien sûr fixés par arrêté en Conseil des ministres, donc qui est paru le 25 août, qui fixe en détail toutes les personnes concernées par cette obligation. Mais donc, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, nous avons essayé de simplifier ici les types de personnes concernées. Donc, il s'agit des personnes atteintes d'une affection qui les rendent particulièrement vulnérables pour développer les formes graves de la maladie. Ensuite, il y a les personnes qui prennent en charge, dans le cadre de leur activité professionnelle, des personnes fragiles, personnes âgées, des enfants, des adolescents, mais aussi des personnes handicapées, avec un handicap. Il s'agit également des personnes qui exercent au contact du public, dans le cadre de leur activité. Il y a également les personnes qui exercent une activité dans lesquelles les gestes barrières ne peuvent être appliqués du fait de leur activité. Et ensuite, il y a les personnes qui exercent des activités essentielles au fonctionnement du pays. Pour avoir plus de détails, donc, soit vous avez accès à l'arrêté en Conseil des ministres disponible sur le site internet l'Expol, mais aussi il est indiqué sur le site internet de la Direction de la Santé les détails sur les personnes qui sont soumises à l'obligation vaccinale. Voilà. Quelles sont les sanctions prévues? À ce jour, la sanction applicable est l'amende administrative de 175 000 francs. Voilà. Comment justifier que l'obligation vaccinale est bien remplie? Donc, les agents pharmaciens et médecins de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, mais aussi de la Direction de la santé, seront chargés de contrôler les personnes. Ce sont les pharmaciens et les médecins, donc je précise bien. Lors de leur contrôle, il s'agit pour les personnes de présenter un justificatif de statut vaccinal complet, soit en version papier ou soit en version numérique. Voilà donc une présentation sur l'obligation vaccinale. Je passe à présent la parole à ma collègue. Oui. Pour ma part, je vais vous présenter le dispositif que la plateforme Covid, le ministère de la Santé en charge de la prévention et la direction de la santé, donc, ont mis en place dans le cadre d'une mission d'écoute, de soutien, d'accompagnement et d'orientation psychologique. Nous lançons une ligne d'écoute gratuite qui s'inscrit dans un dispositif de prévention et de santé publique. Un dispositif à destination des publics, de tous les publics qui sont impactés et exposés durablement à un environnement anxiogène. La situation actuelle l'exige, la situation sanitaire actuelle l'exige. Nous sommes dans un environnement anxiogène, marqué en tous les cas par, je dirais, un environnement traumatique de la mort, dans un contexte d'épidémie et de distanciation sociale, un chamboulement des rites funéraires habituels, donc, et d'accompagner des patients en fin de vie, confrontation face à la brutalité de la mort, du nombre important de décès, une confrontation aux limites à un vécu d'impuissance qui est véritablement vécu par les familles, des facteurs de risques psychosociaux particuliers, avec donc des personnes qui risquent d'être durablement fragilisées. Un service téléphonique anonyme et gratuit qui a été mis en place grâce au partenariat avec Onati, Vini et Vodafone. Il s'agit d'un numéro vert, gratuit depuis un poste téléphonique fixe et anonyme, du lundi au vendredi, pour l'instant, de 8h à 18h. Une écoute qui est assurée par des professionnels de santé publique, des professionnels de l'écoute, notamment des psychologues. Elle est destinée à tous. Donc c'est une ligne qui est ouverte aux professionnels de première ligne. On va parler qui sont particulièrement exposés, on va parler des pompiers, des gendarmes, des policiers,
des personnes chargées de l'organisation des obstacles, des agents municipaux, des transporteurs, des ambulanciers, des services d'aide et d'accompagnement à domicile, les associations, les personnels des laboratoires d'analyse, des cliniques privées et des établissements d'unités de vie, et des proches et des aidants des personnes atteintes de la Covid. Donc il s'agit, donc ce dispositif, il est assuré par des professionnels de la santé publique, des professionnels de l'écoute, notamment des psychologues, pour permettre l'expression des émotions, des mots, de favoriser la verbalisation de cette souffrance, de ces, je dirais, en cas de besoin. Donc c'est une offre d'un temps d'écoute, un espace de parole, dans un cadre sécurisant et bienveillant. Il s'agit, de toute évidence, d'une réponse immédiate à l'urgence, une réponse à la souffrance psychique, une écoute de l'humain. Cette ligne téléphonique, c'est un premier point d'accroche. Il est essentiel pour aider à cerner les impacts individuels chez chacun et collectifs. L'écoute et la disponibilité immédiate, donc pour nous, c'est la première réponse au niveau des services de santé à apporter à la population. On agit en prévention. L'importance de l'anonymat. Cette écoute propose une écoute anonyme, dans la bienveillance, dans la neutralité et dans un cadre sécurisant. Pour nous, cette première accroche permet à la personne de venir déposer une situation de détresse dans un cadre neutre. Permet également à la personne de sortir de son isolement, de son retrait. Dès qu'une personne a besoin de parler, elle peut faire la démarche immédiatement et avoir une écoute dans ces moments de vie les plus critiques ou simplement dans des moments de vie de questionnement multiples. La particularité de ce numéro d'aide, c'est de donner la possibilité de commencer à rompre un silence. Il est bien évident que cette période actuelle sanitaire épidémique, on est face à une souffrance singulière qui a besoin d'être comprise et d'être communiquée. Ce moyen de communication qu'est le téléphone, il est si familier aujourd'hui. Il nous est apparu évident de mettre en place cette ligne d'écoute. La durée de ce dispositif, nous l'avons pensé avec nos collègues sur une durée de 6 mois. 6 mois parce que nous considérons que le risque de décompensation est plus élevé après la période de crise. Après un événement traumatisant, il faut bien compter un délai de 3 à 30 jours pour commencer, à ce que les symptômes puissent commencer en tous les cas à se faire sentir chez l'autre. Ce dispositif est assuré par 4 psychologues pour l'instant, d'autres psychologues volontaires de la direction de la santé nous rejoindront, et 2 médecins psychiatres pour assurer la coordination, la régulation et l'orientation. Merci.